Pendant le déjeuner, ma belle-mère a jeté les papiers du divorce sur la table, a exigé que je les signe. J'ai accepté immédiatement, me tournant vers mon mari. Je lui ai dit que dès le lendemain, je retirerais tout mon capital investi. Dans leur entreprise familiale, c'était lors du repas dominical, en mémoire du grand-père de mon mari, présence de tout leur grand clan. Ma belle-mère avait jeté cette demande et divorce devant tout le monde. Elle avait déclaré d'une voix forte qu'il n'y avait pas de place dans cette famille pour une branche morte et stérile. Anjos m'avait promis l'aumône de 50 000 € en compensation de mes meilleures années perdues. Les membres de la famille autour de nous affichaient des sourires narquois, s'attendant à ce que je fonde en larmes et que je commence à supplier. Mais ils se trompaient lourdement. Avec un calme absolu, j'ai pris un stylo et j'ai apposé une signature ferme. Là, aux têtes hautes, j'ai regardé mon mari infidèle droit dans les yeux, avec un sourire glacial. J'ai prononcé ces mots. Dès demain matin, je retire mes 4 millions d'euros investis dans le capital de votre entreprise. Prépare l'argent. End quote. C'était un dimanche midi. Le soleil étouffant du début de l'été filtrait à travers les grandes fenêtres d'un ancien appartement haussmannien au haut, plafonds, dans une rue calme du 16e arrondissement, au cœur de Paris. Aujourd'hui, c'était le repas en mémoire du grand-père de mon mari, Julien. L'occasion pour tout son grand clan de se réunir, depuis le petit matin, seul, sans même pouvoir redresser le dos. J'avais travaillé dans la cuisine étroite, en sueur, pour préparer le repas pour les grandes tablées. Il y avait du foie, grasse, des gougères au fromage, du saumon fumé, un immense bœuf bourguignon et un à grand plateau de fromages affinés. Pendant ce temps, Julien, mon époux légitime, était assis les jambes croisées dans le grand salon, sirotant un grand cru de Bordeaux et se vantant avec arrogance des projets grandioses de son entreprise de construction. À 14 heures précises, les tables étaient mises. L'odeur des fleurs se mêlait aux arômes de la nourriture, créant une atmosphère imprégnée des traditions d'une famille bourgeoise. Tout le monde a commencé à s'installer. L'oncle Bernard, le frère aîné de son père, s'est assis en bout de table. À ses côtés, la tante Isabelle et d'autres parents âgés. En silence, j'ai retiré mon tablier taché de graisse. Je m'apprêtais à m'asseoir à la petite table réservée aux femmes et aux enfants dans un coin de la pièce, mais avant même que je puisse prendre une assiette, la conversation bruyante a été brusquement interrompue par un bruit sec. Chantal, ma belle-mère, a frappé violemment sa fourchette contre la table. Son visage s'est durci et son regard acéré s'est planté directement sur moi. Elle a plongé la main dans son sac de créateur, en a sorti une feuille de papier, immaculée, et l'a jetée sur la surface en verre, juste devant moi, d'une voix glaciale. Détachant chaque mot devant plusieurs dizaines de personnes, elle a prononcé « C'est la demande de divorce. J'ai déjà demandé à l'avocat de la rédiger. Signe-la. Cette famille ne peut pas abriter une femme stérile que nous avons nourrie pendant toutes ces années et qui n'a pas été capable de donner un héritier à Julien, un continuateur pour notre lignée. Tu coupes la branche de notre famille. Comprends-tu le péché immense que cela représente ? » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ma respiration s'est coupée. Un nœud amer s'est formé dans ma gorge. 5 ans de mariage. J'avais sacrifié ma jeunesse, tout mon argent et le carnet d'adresses de ma famille pour faire de Julien, un simple technicien, le directeur d'une entreprise de construction. Quant aux enfants, le problème venait précisément de Julien, de sa santé. Mais
pour préserver sa fierté masculine, j'avais supporté en silence l'étiquette de femme stérile pendant des années, et maintenant, ils utilisaient précisément cette raison pour me jeter dehors. Voyant mon silence, Chantal a souri avec mépris. « Ne t'inquiète pas, nous ne te laisserons pas à la rue les mains vides. Julien, se souvenant de son devoir conjugal, te vira 50 000 €. C'est, pour ainsi dire, une compensation pour ta jeunesse. Prends cet argent et commence une nouvelle vie. Mais ne t'accroche plus à mon fils. » Les murmures ont immédiatement commencé autour de nous. La tante Isabelle a pincé les lèvres et a ajouté « C'est vrai, ma nièce, Julien est maintenant le directeur d'une grande entreprise. Les jeunes et jolies filles lui courent après par dizaines. C'est tout ne. Il peut pas avoir d'enfant toi-même. Tu dois connaître ta place et laisser partir ton mari, pour conserver au moins une once de dignité. » Navo, l'oncle Bernard a toussé, a lissé sa barbe grisonnante et a lentement décrété « Tel Yuge, le devoir principal d'une femme dans le mariage, son obligation sacrée, est d'avoir des enfants. Sophie n'a pas rempli son devoir envers notre lignée. Sima, belle-sœur, a pris cette décision. C'est pour le bien des racines de notre famille. Tu devrais signer pour que les choses se passent en douceur. Voine. » J'ai regardé Julien du coin de l'œil. Mon mari, avec qui j'avais partagé mon lit, a baissé la tête, faisant semblant d'émietter du pain dans son assiette, évitant mon regard à tout prix. Il était tellement lâche qu'il n'osait pas dire un mot pour défendre sa femme, pendant que sa mère et ses proches s'acharnaient sur moi, piétinant ma dignité. Tous mes sacrifices et ma patience de ces dernières années se sont transformés en cendres en un instant. Mon cœur, déjà marqué par les cicatrices de la récente froideur de Julien, s'est complètement glacé. La flamme de la colère a commencé à brûler en moi, mais je me suis dit que je devais garder la tête froide, contrairement aux attentes de Chantal et de la famille qui espérait des larmes, des supplications ou une crise d'hystérie. J'étais absolument calme. J'ai lissé les plis de ma robe, j'ai lentement pris la demande de divorce et je l'ai parcouru des yeux, point par point. La signature, toi de Julien, ornait déjà le coin inférieur droit. Il avait tout planifié et s'était alligué avec sa mère, à l'avance, attendant cette grande réunion pour me mettre la pression et me coincer. J'ai posé le papier sur la table, les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés en un demi-sourire. « Chantal, vous avez un stylo ? Donnez-le-moi. S'il vous plaît, I want. » Elle est restée perplexe un instant. Il semblait qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si vite. Elle a fouillé précipitamment dans son sac, a trouvé un stylo et me l'a tendu avec un triomphe mal dissimulé dans les yeux. J'ai pris le stylo et, sans la moindre hésitation, j'ai tracé une ligne ferme. Ma signature, claire et nette, a mis un point final à ce contrat amer qui m'avait volé 5 années de ma jeunesse. Après avoir signé, j'ai tranquillement fait glisser le papier vers Chantal. « Félicitations. Chantal, à partir de ce moment, plus rien ne me lie à votre famille et gardez vos 50 000 € de compensation pour vos vieux jours. Je n'oserais pas les accepter, car j'ai des choses beaucoup plus précieuses à récupérer. » Je me suis redressée, ma silhouette, bien que fine, irradiait une force qui a intimidé tous ceux qui étaient assis à table. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, d'une clarté tranchante comme une lame. J'ai prononcé « Julien, écoute-moi bien. Puisque tu as décidé d'en finir avec les sentiments, il doit aussi y avoir de la clarté dans les affaires. À partir de demain matin, je retire officiellement tout mon capital.
soit un total de 4 millions d'euros, incluant le capital initial et les fonds de roulement que j'ai investis dans ta société de construction. Prépare-toi à me rendre l'argent. Unquote. Mes mots ont fait l'effet d'une bombe. L'air dans la pièce s'est épaissi. À le vent, tintement des fourchettes et le bruit des bouches qui mâchaient se sont arrêtés net. L'oncle Bernard est resté la bouche ouverte. Un morceau de viande à mi-chemin. Julien a laissé tomber sa fourchette, qui a heurté l'assiette dans un bruit métallique. Il a bondi comme un ressort. Son visage, rougi par le vin, Ezenant pâlit instantanément, vidé de son sang, en bégayant, il a hurlé « Sophie, tu es devenue folle. Ces 4 millions sont déjà investis dans l'entreprise. Les matériaux de construction ont été achetés, les salaires des ouvriers ont été payés, l'argent est bloqué dans des projets inachevés. Comment ? Peux-tu simplement le reprendre comme ça ?» Chantal s'est levée d'un bond et s'est plantée devant son fils. Les mains sur les hanches. Sa voix stridente a résonné dans tout l'appartement. « Ne t'avise pas de nous faire peur. La loi dit clairement que ce qui est acquis pendant le mariage est un bien commun. L'argent investi dans l'entreprise de Julien est maintenant la propriété de l'entreprise de Julien. De quel droit viens-tu le réclamer ? Tu sortiras de cette maison avec cette demande de divorce et les mains vides. C'est compris ? J'ai observé ce duo jouer sa pièce de théâtre, défendant un tas d'argent qu'ils considéraient de plein droit comme le leur. Leur cupidité et leur ignorance m'ont donné envie de rire. Pensait-il vraiment qu'une femme issue d'une famille d'entrepreneurs comme la mienne pouvait être utilisée et jetée si facilement ? J'ai répondu à leur panique avec une confiance absolue et prête pour la prochaine étape. Minutieusement calculée, je me suis approchée tranquillement du canapé du salon et j'ai pris mon sac en cuir. Je l'ai ouvert, j'en ai lentement sorti une chemise cartonnée contenant des documents soigneusement classés. Le bruissement du papier a résonné, clairement dans le silence tendu. Tous les regards de la famille étaient rivés sur mes mains. Voici notre contrat de mariage en séparation de biens et l'acte notarié d'apport au capital social. Audace. J'ai jeté le dossier sur la table basse. Le bruit sourd de l'impact a sonné, comme un coup de marteau, brisant les espoirs de la mère et du fils. J'ai pointé Julien du doigt. Ma voix était acérée. Tu es le directeur. J'espère que tu n'es pas devenu amnésique. Avant notre mariage. Ma famille a vendu un appartement boulevard Haussmann pour me donner 4 millions d'euros de capital personnel. Cet argent a été viré sur mon compte personnel avant le jour de notre mariage. La loi française est très claire. C'est mon patrimoine propre, qui n'a absolument rien à voir avec la communauté de biens. Isquit. Le visage de Julien s'est couvert de sueur. Il a fixé le dossier. Ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. J'ai porté un autre coup. Quant à l'entreprise de construction, quand ta première affaire a fait faillite et que tu te noyais sous les dettes, c'est moi qui ai injecté ces 4 millions pour sauver la société dans les statuts de la SAS, avec en signature, et le cachet de l'entreprise. Il est clairement stipulé que je possède 70% des actions. Avec une telle participation, j'ai un droit de veto sur n'importe quelle décision de l'Assemblée des associés, et le plein, et droit de retirer mon capital à tout moment, sans ton consentement, Andrews. En entendant cela, Chantal a vacillé, ses genoux ont tremblé, reculant de quelques pas. Elle s'est agrippée au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Là, tante Isabelle, qui venait de me faire la morale à voix haute, s'est recroquevillée dans un coin et a baissé la tête. Craignant de croiser mon regard, j'ai balayé des yeux tous ceux qui venaient de m'empoisonner en groupe. Oncle Bernard. Vous vous souvenez,
Quand votre fils a eu un accident de voiture, que l'année dernière, il a fallu payer 10 000 € de dommages. Si ce n'était, et pas pour moi. Il aurait un casier judiciaire. Et vous, tante Isabelle, et votre, a dette de 20 000 € auprès d'une société de recouvrement au début de l'année, qu'il a payé pour qu'il n'envoie pas les huissiers à votre porte. Et vous, Chantal, vous dites que je vivais à vos crochets. Les charges, mensuelles de la maison, 2 000 €, vos voyages en thalasso, l'argent pour les cadeaux de toute la famille, et même cette table luxueuse à laquelle vous êtes tous assis en ce moment. Tout est sorti de ma poche. Vous avez utilisé mon argent. Vous m'avez sucé le sang pour vous créer une façade brillante. Et ensuite, vous vous êtes retourné pour m'insulter. Tateuse, j'ai pris une grande inspiration, sentant à quel point j'étais légère. Arlien, m'étais enfin libérée du fardeau de la soumission. J'ai mis mon sac sur mon épaule. Et j'ai regardé Julien droit dans les yeux pour la dernière fois. Prépare-toi. Demain, j'irai avec mon avocat directement à ton bureau pour formaliser tous les documents. Besenf, je me suis retournée et j'ai franchi la lourde porte en chêne, laissant derrière moi le déjeuner à moitié entamé et les visages pâles et stupéfaits de tout le clan des Montmari. Le soleil de midi me brûlait le visage, mais dans mon âme se répandait une extraordinaire sensation de liberté et de fraîcheur. J'ai quitté la rue étouffante du 16e et je me suis insérée dans le trafic dense des avenues parisiennes. Ma destination était un luxueux appartement en attique du côté de Beaugrenelle. J'avais acheté cet appartement avec mes économies bien avant de me marier. C'était mon véritable refuge, dont je n'avais jamais parlé à la belle famille pour éviter leur regard envieux. En entrant dans le parking souterrain, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai vu le gros 4x4 noir familier de Julien freiner brusquement derrière moi. Il m'avait suivi tout le long. J'ai coupé le moteur et je suis sorti calmement de la voiture. Julien a couru vers moi. Son allure impeccable, as de directeur, avait laissé place à un aspect débraillé. Sa chemise était trempée en de sueur. « Sophie, attends. Laisse-moi tout expliquer. 39. » Julien a tendu la main pour m'agripper, mais je me suis écartée. Le regardant, avec dégoût, il a baissé la voix. Son visage affichait une expression suppliante. Ce qui s'est passé à la maison, c'est ma mère. Elle a perdu les pédales. Elle a dit n'importe quoi sous le coup de la colère. Je ne veux pas divorcer de toi. Pas dans 1000 ans. Tu es ma sauveuse, ma merveilleuse femme. Rentrons à la maison et parlons. Ne retire pas le capital. L'entreprise va s'effondrer immédiatement. On the put it. J'ai croisé les bras. Ma voix était monocorde. La demande est signée. Tout est terminé. Il n'y a plus rien à dire entre nous, à part régler les comptes. As a new. Voyant que jouer sur les sentiments ne fonctionnait pas, Julien a changé d'expression instantanément. Il a plongé la main dans sa mallette et n'a sorti notre livret de famille et l'acte de propriété de l'appartement dans lequel nous vivions. Sa voix est devenue dure. Ne m'oblige pas à prendre des mesures extrêmes. Si tu retires délibérément le capital et que tu me mets au pied du mur, je demanderai au juge la division de cet appartement. Nous avons vécu ensemble pendant des années. L'argent a été mélangé. Tu ne t'en tireras pas si facilement avec tout. J'ai éclaté de rire. Un rire amer face à l'effronterie de l'homme que j'avais. Autrefois, appelé mon mari, je me suis retournée et, appelant l'ascenseur, et suis montée sans prêter attention au fait qu'il me suivait. En entrant dans mon appartement, je suis allée directement au coffre-fort, encastré dans le mur. J'ai tapé le code. J'en ai sorti un épais dossier de documents
et je l'ai jeté violemment sur la table en verre devant Julien. « Tu crois que je ne suis pas au courant des magouilles que tu fais dans mon dos? Ouvre les yeux et regarde. » En veille. Julien a pris le dossier. Ses mains ont tremblé en voyant les rapports financiers internes, les relevés des mouvements réels de fonds qu'il avait, délibérément cachés au cours des 2 dernières années. La vérité était exposée. Sur le papier, son entreprise de construction subissait des pertes constantes. Les partenaires se plaignaient des retards et de la mauvaise qualité des travaux. Je l'ai pointé du doigt d'un air menaçant. « Tu as utilisé mon capital pour couvrir les pertes causées par ta gestion désastreuse. » Tout ça pour maintenir la fausse image d'un entrepreneur à succès. Mais ce n'est pas tout. Tu as détourné sans vergogne 300 000 € de l'entreprise, et avec cet argent, tu as acheté un appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine, en le mettant au nom de ta mère. Tu as pris l'argent gagné, avec ma sueur et mon sang, pour jouer au bon fils. Tu te considères encore comme un homme après ça? L'acte de propriété lui a glissé des mains. Il s'est effondré sur le canapé. Ses yeux étaient vides. Il n'osait plus me regarder. Tous ses secrets les plus sales avaient été révélés sans pitié. J'ai pointé la porte et j'ai sifflé entre mes dents. Sors de chez moi immédiatement. À demain. À 9 heures précises. Je serai au bureau. Prépare les documents. And visits. Le lundi matin, une première averse estivale s'est abattue sur Paris. L'avant là, chez lourdeur de la veille, j'ai enfilé un strict tailleur gris. Je me suis légèrement maquillée. D'une Erzerain. Je me suis assise à mon bureau. Dans ma propre société d'exportation, située dans le quartier de la Défense, tous les préparatifs pour la bataille juridique finale avaient été achevés. À 8h30 précise, mon assistante, essoufflée, a frappé et est entrée pour m'informer que de la famille était arrivée avant que je puisse hocher la tête. La porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Chantal a fait irruption. Elle portait un tailleur en velours rouge et une lourde chaîne en or autour du cou. Derrière, elle marchait un homme d'une 40aine d'années. Un costume noir, une mallette étincelante à la main. Son visage arrogant était typique de ceux qui aiment intimider les faibles avec le jargon juridique. Chantal a levé le menton et a regardé le bureau avec mépris. « Eh bien? Quel placard à balai? Et ça se fait appeler directrice? Tu crois qu'en quittant mon Julien tu vas devenir une reine? » J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai croisé les mains sur la table et j'ai regardé froidement mon ex-belle-mère. « Pourquoi êtes-vous ici? Si c'est pour une affaire personnelle, je n'ai pas le temps. » Hézard, l'homme qui l'accompagnait, a fait un pas en avant, a toussé et a sorti de sa mallette un papier, portant l'entête d'un cabinet d'avocats. Il a dit avec suffisance. « Bonjour, madame. Je suis l'avocat qui représente les intérêts de monsieur Julien et de l'entreprise de construction. Je suis ici aujourd'hui pour vous, à remettre cette mise en demeure officielle. » L'Oblast. Il a posé le papier sur mon bureau. Son ton était ouvertement menaçant. Selon la législation en vigueur, votre retrait soudain d'un capital important de 4 millions d'euros provoquera une rupture de trésorerie, la paralysie de l'activité, et causera de graves préjudices à l'entreprise et à ses associés. Si vous persistez dans cette démarche de retrait de fonds, mon client vous poursuivra devant le tribunal de commerce pour abus de droit et préjudice intentionnel à l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, non seulement vous ne récupérez pas votre argent, mais vous serez obligé de verser des dommages, intérêts s'élevant à plusieurs millions d'euros. Ezo. En entendant les mots de l'avocat, Chantal a ri triomphalement. Elle s'est approchée de mon bureau et a applaudi. « Tu as entendu? Tu pensais qu'en tant que femme divorcée, tu pourrais
contourner la loi. Les femmes ont une vision bien trop limitée. Alors, comporte-toi correctement. Signe immédiatement et docilement un engagement à ne pas retirer les fonds, et ensuite, rentre à la maison et demande pardon à genoux à mon fils et à moi. Peut être que, par pitié, je te permettrai de revenir avec Julien. Sinon, attends-toi à te retrouver sans rien. Als Genève. Leur excès de confiance et leur insolence m'ont fait rire. Ils m'avaient largement sous-estimé. Je me suis levé lentement et j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone. Appelant le service juridique de mon entreprise, 5 minutes plus tard, mon avocat principal, Maître Martin, est entré dans le bureau avec un dossier prêt. J'ai regardé Chantal et son prétendu avocat avec pitié. Belle-maman a amené son avocat au mauvais endroit. Il semble que votre conseil n'ait pas pris la peine de lire attentivement les statuts de la société, l'acte de constitution, avant de faire des déclarations aussi grandiloquentes. Vous croyez que j'ai bâti mes affaires sur ma propre stupidité? Le jeu ne fait que commencer, et celle qui finira au tribunal ne sera certainement pas moi. Nous verrons qui se retrouvera sans rien. Endezing. L'atmosphère dans mon bureau de la défense s'est tendue instantanément. Maître Martin, mon conseiller juridique principal, a fait un pas en avant. C'était un avocat d'affaires expérimenté, toujours calme, mais avec un discours tranchant, comme un rasoir. Il a posé un épais dossier sur la table, a glissé un regard vers l'avocat prétentieux de mon mari, puis s'est arrêté sur Chantal. Il a pris la parole d'une voix claire et mesurée. « Bonjour, et chers confrères, vous venez de citer la loi pour intimider ma cliente, mais il semble que vous ayez oublié de lire avec attention les statuts d'une société par action simplifiée comptant 2 associés, dans laquelle ma cliente possède la majorité absolue, dans l'acte de constitution, a signé il y a 5 ans. Il est clairement stipulé que ma cliente, en tant qu'associée fondatrice, détenant 70% du capital, qui a le droit d'exiger le rachat de ses actions ou de retirer directement son compte courant d'associé en cas de malversation financière avérée de la part du président. Ce retrait ne nécessite pas l'approbation de l'Assemblée si les preuves de fraude sont confirmées. En entendant cela, l'avocat de mon mari a changé de couleur. Il a ouvert précipitamment sa mallette et a commencé à chercher frénétiquement des documents pour objecter. Chantal, voyant cela, lui a donné un coup de coude et a hurlé d'une voix stridente pour tenter de se défendre. Quelle malversation! Mon petit Julien gère l'entreprise de façon honnête ou transparente. L'entreprise dépose ses comptes au greffe chaque année. Ne t'avise pas de calomnier mon fils. J'ai souri avec ironie et j'ai ouvert moi-même le dossier que Maître Martin avait apporté. J'en ai sorti 3 feuilles avec des tampons rouges et je les ai fait glisser vers Chantal. Regardez attentivement. Chantal. Ceci est le relevé des mouvements du 2e compte occulte de l'entreprise, dont Julien ne vous a pas parlé. Non seulement il a détourné 300 000 € pour vous acheter l'appartement, mais il a aussi secrètement contracté un prêt auprès de réseaux criminels pour un montant de 500 000 € avec des intérêts usuraires pour combler un trou dans un projet, un trou créé parce qu'il a lui-même lésiné sur les matériaux. End of read 2. J'ai sorti une autre liasse de bons de livraison et je l'ai jetée violemment sur la table. Et voici les preuves que Julien a donné l'ordre à la chef comptable d'émettre de fausses factures et de transférer illégalement de l'argent vers des comptes personnels dans le but de frauder le fisc. Il me suffit d'envoyer ces documents à la brigade financière et votre fils ne perdra pas seulement son fauteuil de directeur, il risque une véritable peine de prison. Vous voulez que je le fasse tout de suite? Chantal? Elle est restée figée.
fixant les chiffres en rouge sur les papiers, ses mains, chargées de bijoux en or, tremblaient. Elle a ouvert la bouche. Mais n'a pas prononcé un mot. Son visage est passé du rouge au blanc cadavérique. L'avocate, qui l'accompagnait, transpirait à grosses gouttes. Il a ramassé précipitamment ses papiers dans sa mallette. « Je vous présente mes excuses. Madame, j'ai seulement été engagée pour remettre une mise en demeure. J'ignorais totalement ces éléments concernant monsieur. Avec votre permission, je me retire immédiatement de cette affaire. Cruise. » Il a fait un bref signe de tête et a filé par la porte, laissant Chantal debout, pétrifiée au milieu du bureau. J'ai regardé mon ex-belle-mère, la voix froide, ferme. « Retournez voir votre fils et dites-lui de se préparer. À 10 heures précises, je serai dans ses bureaux du 8e arrondissement pour exécuter mon droit de retrait du capital. L'insolence de votre famille s'arrête ici. Ferme les yeux. » À 10 heures précises, la voiture de fonction de mon entreprise s'est arrêtée devant l'immeuble de bureau où se trouvait la société de Julien. Je suis sortie, accompagnée de maître Martin et de 2 clercs de notaire. Aujourd'hui, je n'étais plus l'épouse soumise qui restait dans l'ombre de son mari. Je venais, ici en tant que véritable propriétaire de cette affaire. Dès que j'ai franchi les portes automatiques en verre, l'atmosphère bruyante du bureau s'est tue instantanément. Des dizaines d'yeux d'employés se sont rivés sur moi. Tous me connaissaient comme la femme du directeur, mais mon allure, décidée, et mon escorte d'hommes en costume sombre leur ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Hélène, la chef comptable de l'entreprise et fidèle complice de Julien dans ses magouilles, est sortie en courant du service financier et m'a barré la route. Elle a esquissé un sourire forcé. « Oh, Madame Sophie, quelle visite ! Le directeur est actuellement dans une réunion importante avec des clients et a demandé à ne pas être dérangé. Installez-vous dans la salle d'attente. Je vais vous préparer un café. » En français, j'ai écarté sa main et ma voix autoritaire a résonné dans tout le hall. « Hélène, ça fait 5 ans que tu travailles ici et tu sais parfaitement qui te et paie ton salaire. Je ne suis pas venue pour prendre un café. Pousse-toi. » Dac. À ce moment-là, 2 agents de sécurité se sont approchés avec l'intention de m'arrêter. Maître Martin a immédiatement montré sa carte professionnelle et les mandats. Nous représentons les intérêts de l'associé majoritaire détenant 70% du capital social, et nous sommes ici pour faire valoir nos droits légaux. Quiconque entrave l'exercice de nos fonctions sera mentionné dans le procès-verbal et en assumera les conséquences devant la loi. You. Les vigiles se sont figés et ont reculé. Hélène a pâli et n'a pas osé dire un mot. J'ai marché avec fierté dans le couloir, directement vers la grande salle de réunion au fond. Sans frapper, j'ai poussé violemment la porte en chaîne et je suis entrée. Julien était assis en bout de table face à plusieurs soi-disant partenaires. N. Voyant mon apparition soudaine avec l'équipe juridique, il a bondi et a frappé violemment la table. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ? C'est mon lieu de travail. Mon entreprise, qui t'a permis d'amener des étrangers et de saboter une réunion ? » J'ai fait un signe à maître Martin et au clerc pour qu'ils s'assoient sur les chaises libres. Puis, j'ai regardé Julien droit dans les yeux et j'ai répondu, lentement, « Ton entreprise ? As-tu oublié qui a payé le loyer de ses bureaux ? Qui a testé les ordinateurs ? Qui a payé le salaire de chaque ouvrier sur chantier ? Je suis venu ici pour annoncer officiellement le retrait des 4 millions d'euros de mon capital d'investissement, conformément à l'acte de Constitution. Ta réunion est terminée ? And 4. Mon apparition fracassante dans la salle de conférence a rapidement attiré l'attention de tous les employés de l'entreprise, ingénieurs, personnel de
bureaux, dessinateurs. Tous s'agglutinaient derrière la paroi vitrée, observant avec curiosité ce qui se passait. Voyant cela, l'ego masculin de Julien s'est enflammé, les veines de son cou ont gonflé et il a commencé à crier. Tintin sauver la face devant ses partenaires et ses subordonnés. Sophie, ne dépasse pas les bornes. Les disputes familiales se règlent à la maison. Tu as décidé de monter un cirque en public? Mes 4 millions sont actuellement investis dans des contrats de fourniture de matériaux. Où veux-tu et que je trouve du liquide pour te rembourser tout de suite? Tu veux couler cette entreprise? Enlever le pain de la bouche de plusieurs dizaines de personnes? En disant cela, Julien a montré la porte vitrée du doigt, essayant d'utiliser la pression des employés pour me faire reculer. Il voulait se faire passer pour un patron soucieux, protégeant ses équipes de la cruauté d'une épouse cupide. Mais il avait mal calculé. Je me suis tournée vers la porte grande ouverte, d'une voix forte, pour que tout le monde dans le couloir entende chaque mot. Yaidit. Chers employés, s'il vous plaît, entrez tous ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage de l'homme que vous appelez directeur. To crown me. Les employés, après un moment d'hésitation, sont entrés en masse dans la salle. J'ai sorti une clé USB de mon sac et je l'ai insérée dans l'ordinateur connecté au grand écran de projection murale. Après quelques clics, un relevé détaillé des mouvements de fond est apparu sur l'écran, clairement visible par des dizaines de personnes. J'ai pris un pointeur laser et j'ai souligné les chiffres, surlignés en rouge. Regardez attentivement. Ces 3 derniers mois, l'entreprise a constamment retardé le paiement de vos salaires sous prétexte que les clients ne transféraient pas l'argent et qu'il y avait des difficultés financières. Nos ingénieurs, travaillant sous un soleil de plomb ou dans le froid, ne pouvaient pas envoyer un centime à leur famille. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'il y avait de l'argent. Dessus 15 days, j'ai changé de diapositive, un contrat de vente immobilière et un ordre de virement bancaire sont apparus à l'écran. La vérité, c'est que votre cher directeur a signé un ordre de virement de 300 000 € depuis les réserves de l'entreprise vers son compte personnel pour acheter un appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine et le mettre au nom de sa mère. L'argent gagné avec votre sueur et votre sang est mon capital d'investissement. Il a tout utilisé pour soigner sa propre image et satisfaire sa vanité. Kinaro. Un murmure d'indignation s'est élevé dans la salle. Les chuchotements se sont transformés en cris de colère. David, le chef de chantier, au visage buriné par le soleil et le vent, a pointé Julien du doigt avec rage. Alors c'était ça. Ma femme vient d'accoucher. Elle était à l'hôpital. Je vous ai supplié de me donner une avance de 200 € sur mes arriérés de salaire, et vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'argent dans l'entreprise. Vous n'avez pas honte? Julien a reculé, terrifié. La sueur lui coulait sur le visage. Il a cherché du regard laid d'Hélène, la comptable. Mais elle avait baissé la tête. Ses mains tremblaient, agrippées à un dossier. La colère de la foule a complètement détruit les restes de sa fausse autorité. Je me suis approché de la table, j'ai regardé Hélène, en face. Hélène, avais-tu assumé la responsabilité pénale avec ton directeur? Oh vasto, remettre volontairement toute la vraie comptabilité pour que nous procédions à la vérification et au retrait de mon capital? Sous la pression de la loi et l'indignation extrême de tout le personnel, la et faible défense de Julien s'est effondrée. Hélène, la chef comptable, par peur d'être condamnée avec le directeur, a docilement posé sur la table tout le système de comptabilité occulte, tous les vrais justificatifs de paiement et le tampon de l'entreprise,
sous le contrôle strict des clercs de notaire, Maître Martin a commencé à travailler avec rapidité et précision chaque point de l'investissement, chaque contrat d'apport a été clarifié, nous avons rédigé un procès-verbal de blocage temporaire de tous les comptes bancaires, à l'exception du montant nécessaire pour payer les salaires de base des employés, toutes les procédures légales pour le retrait de mes 4 millions d'euros de capital principal et les bénéfices allégaux correspondant à ma participation ont été signés et tamponnés sur place. Julien était assis, voûté sur une chaise en cuir, ses yeux injectés de sang fixaient la pile de papier qui, progressivement, le dépouillait de tout son pouvoir et de son argent. Quand toutes les formalités ont été conclues et que le représentant de la banque a confirmé que l'ordre de paiement était en cours, j'ai soupiré de soulagement. La pierre qui avait oppressé mon âme toutes ces années avait enfin été retirée. J'ai soigneusement rangé les documents dans ma mallette, puis je me suis levée et je me suis tournée vers les dizaines d'employés qui se tenaient en silence dans la salle. Ils me regardaient avec un mélange de respect et d'inquiétude. Pour leur avenir, l'entreprise était au bord de la faillite, ce qui signifiait qu'ils se retrouveraient au chômage. J'ai souri, et ma voix s'est faite plus douce et chaleureuse. Chers collègues, je sais que vous êtes tous des personnes compétentes, travailleuses et dévouées à votre métier. Si l'entreprise se trouve dans cette situation, c'est l'entière faute d'une direction faible et cupide, pas la vôtre. Voilà. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti une liasse de cartes de visite avec une gravure dorée, et je me suis approchée pour en remettre personnellement une à chacun. Voici la carte de visite de mon entreprise. Le mois prochain, je prévois de m'agrandir et d'ouvrir une division d'investissement immobilier. Ceux qui croient en leur capacité et veulent trouver un emploi dans une entreprise transparente, avec un salaire digne, s'il vous plaît, contactez-moi. Je promets de vous trouver des postes adaptés et de vous payer tout le salaire que Julien vous doit. Un poisson ne peut vivre que dans une eau propre. L'eau. Mes mots ont été comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. David, les chef de chantier, a pris la carte à 2 mains. Ses yeux ont rougi. Merci. Madame Sophie, nous vous suivrons, sans aucun doute. Anders. J'ai hoché la tête en guise de conclusion et j'ai quitté la salle de réunion, étouffante, laissant derrière moi un homme désespéré et brisé. J'ai marché dans le couloir inondé de lumière, ouvrant avec fierté une nouvelle voie pour moi, pour ces personnes talentueuses qui avaient été exploitées pendant trop longtemps. 3 jours après ce retrait historique de capital, j'ai reçu une notification de ma banque m'informant du virement de 4 millions d'euros. J'ai commencé à restructurer les flux de trésorerie, me préparant pour l'ouverture de ma nouvelle société d'investissement. Ma vie reprenait peu à peu son cours normal. Fini les nuits blanches à m'angoisser pour les dettes de Julien, mais, comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Le vendredi soir, l'oncle, Bernard, m'a appelé. Sa voix au téléphone était grave et moralisatrice, comme celle d'un vieux mentor. Il m'a dit que ce soir-là, la famille organisait un petit dîner dans un restaurant élégant sur les champs, Élysée, et m'y invitait. Il a ajouté que la famille avait reconnu son erreur, que ma belle-mère et Julien voulaient s'excuser officiellement en présence des anciens et espéraient réparer notre relation conjugale, même si je comprenais parfaitement que tout cela n'était qu'une mise en scène, maladroite, un piège affectif pour récupérer leurs sources financières perdues. J'ai décidé de m'habiller élégamment, de mettre ma meilleure robe en soie vert, émeraude. Et tu es là. J'étais curieuse de voir quel spectacle ils montraient, cette fois-ci, et surtout, je devais dissiper leurs illusions une bonne fois, pour toutes. Quand je suis entrée dans le salon privé du restaurant,
La table était déjà, somptueusement dressée. Tous les visages familiers de ce jour-là dans l'appartement du 16e étaient présents. L'oncle Bernard, la tante Isabelle, et bien sûr, Chantal avec Julien. L'ambiance était complètement différente de celle d'il y a quelques jours. En me voyant, Chantal s'est levée précipitamment et a tiré une chaise pour moi. Sur ses lèvres jouait un sourire servile, incroyablement faux. « Sophie, tu es venue? Assieds-toi. Ma chérie, aujourd'hui, il y a tout ce que tu aimes. Laisse-moi te servir un peu de tourne d'eau. And cruisin'. » Chantal s'affairait à me servir de la nourriture et lançait des regards à Julien pour lui faire signe. Julien portait une chemise blanche. Son visage était visiblement creusé. Il a versé un verre de vin. Elle a levé à 2 mains vers moi et a parlé avec un ton de repentance. « Sophie, je sais que j'ai eu tort. Ces derniers jours, l'entreprise est au bord du gouffre. Je n'endors plus la nuit. Et j'ai réalisé que sans toi, je ne suis que rien. Pardonne à ma mère. Pardonne-moi cette fois. S'il te plaît, retirons la demande de divorce. Tu remets l'argent dans l'entreprise et je te promets de te céder toute la gestion. Andrew Dockley. » L'oncle Bernard a toussé et, avec un air d'importance, a ajouté « À tout pécheur miséricorde, ma nièce, les conjoints doivent faire des concessions l'un pour l'autre, pour une femme portant l'étiquette du divorce. Et vie est dure. Écoute ton oncle. Signe cet engagement à ne pas retirer le capital. Et ensuite, nous irons à la maison faire la paix, et tout s'arrangera. Anzu, à peine, l'oncle Bernard avait-il terminé que la tante Isabelle m'a glissé une feuille imprimée. Encore une tentative de chantage, mais cette fois enveloppée dans le papier cadeau des sentiments familiaux et d'une fausse générosité. Yai, regardez la table. Ces visages qui essayaient de me manipuler en utilisant les valeurs familiales et la pression des aînés. Ils ne s'excusaient pas pour le mal qu'ils m'avaient fait. Ils s'excusaient auprès de mon portefeuille. Je n'ai pas touché au vin et je n'ai même pas jeté un coup d'œil au papier sur la table. J'ai pris une serviette. Je me suis essuyé élégamment les coins des lèvres et mon regard est devenu glacial. Mon oncle. Ma tante. Chantal, avez-vous terminé votre petite pièce de théâtre, si vous m'avez invité ici seulement pour écouter ce tissu d'ineptie? Avec votre permission, Yemen Weiss. C'est dommage. Un si bon dîner. Mais je n'arrive pas à avaler cette affection de façade. Hazen, j'ai pris mon sac et j'ai souri froidement. Vous croyez que ces 4 millions sont la seule bouée de sauvetage pour Julien? Pardonnez-moi, mais vous vous trompez lourdement. La véritable bombe qui va détruire cette entreprise pourrie, je la ferai exploser dès demain. And the flash. L'atmosphère dans le salon privé du luxueux restaurant s'est figée instantanément après ma déclaration, les sourires de façade sur les lèvres de Chantal, l'air suffisant de l'oncle Bernard et l'agitation de la tante Isabelle se sont pétrifiés d'un coup. La table opulente, couverte de mets raffinés, semblait maintenant hors de propos et froide. Julien m'a fixé du regard. Sa main, qui tenait le verre de vin rouge, a tremblé légèrement et quelques gouttes sont tombées sur la nappe immaculée, s'étalant comme des taches de sang. Il a sifflé entre ses dents, essayant de garder contenance. « Sophie, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas détruire mes affaires complètement, tu as déjà retiré 4 millions. Paralysant l'entreprise pendant des jours, qu'est-ce que tu prévois d'autre? » Avec calme, j'ai ouvert mon sac en cuir et j'en ai sorti lentement un dossier, rigide avec le logo du groupe immobilier Géant. C'était l'un des plus grands promoteurs de France. Un partenaire qui représentait jusqu'à 60%
du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de Julien est. Plus important encore, le président de ce groupe était un vieil ami de mon père. À l'époque, c'était mon père qui avait personnellement emmené Julien chez lui et lui avait demandé, comme une faveur, de lui accorder ses premiers gros contrats qui étaient devenus le tremplin de son entreprise. J'ai claqué le dossier sur la table en verre et je l'ai fait pivoter pour que la couverture soit face à Julien. Lise-le toi-même. C'est une notification de résiliation du contrat pour la construction du complexe résidentiel dans l'ouest parisien, avec la signature personnelle du président du conseil d'administration et son cachet. Isanen. Julien s'est penché précipitamment et a pris le papier. Ses yeux ont parcouru rapidement les lignes et son visage est devenu blanc comme un linge. Chantal, assise à côté de lui, a aussi tendu le cou pour regarder, bien qu'elle ne comprenne rien aux termes économiques. À la réaction de panique de son fils, elle a deviné qu'une catastrophe s'abattait sur eux. Je me suis croisé les bras. Ma voix a résonné, nette et claire. Dans le silence de la pièce, la raison de la résiliation du contrat est indiquée très clairement. Premièrement, le promoteur a envoyé une commission d'inspection sur le chantier. Ils ont découvert que ton entreprise utilise de l'acier et du béton qui ne respectent ni les normes de sécurité, ni le cahier des charges initiales. Deuxièmement, les rapports financiers de ton entreprise ne sont pas transparents. Il y a des dettes salariales envers les ouvriers et des soupçons de fraude fiscale, ce qui porte gravement atteinte à la réputation du promoteur. Consiblo. J'ai fait une pause et j'ai balayé du regard les membres de la famille. Pétrifiés. Mon oncle, ma tante. Écoutez tous attentivement. Ce titre d'entrepreneur à succès dont vous étiez si fier, quand vous parliez de votre neveu, c'est en réalité une coquille vide. Construite avec l'argent et le carnet d'adresse de ma famille, il s'est habitué à vivre sur du tout cuit, à gérer les affaires n'importe comment, et à voler sur les matériaux de construction pour s'en mettre plein les poches. Maintenant, le pot-au rose est découvert. Ma famille a officiellement notifié la cessation de toute relation commerciale et a retiré toutes ses garanties de confiance envers l'entreprise de Julien. Vest. L'oncle Bernard a posé sa fourchette sur la table et a poussé un lourd soupir. Il s'est tourné vers Julien avec une expression de profonde déception. Julien, si tu gères tes affaires de manière aussi irresponsable, qui va t'aider maintenant? Considère que tout ce que tu as construit pendant des années est parti en fumée. And the worst. La tante Isabelle et les autres parents ont immédiatement changé de ton. C'étaient des gens pragmatiques. En voyant que Julien avait échoué et perdu un contrat colossal, ils ont compris instantanément que la mine d'or dont ils avaient tant profité était à sec. La tante Isabelle a fait claquer sa langue. Sa voix s'est faite cinglante. Qui l'aurait cru? Il avait l'air si sérieux. Il s'avère que c'est un directeur de pacotille. Combien d'argent de Sophie est parti pour couvrir ce gâchis? Bon, c'est le problème de Chantal. Elle se débrouille avec ça. Moi, je ne m'en mêle plus. Zeven, la cruelle trahison de leurs proches a fini par briser Chantal et Julien. La famille de mon mari a montré son vrai visage. Ils étaient comme des girouettes, tournant selon la direction du vent. Je n'avais pas envie de rester une seconde, de plus dans cet endroit imprégné d'hypocrisie. J'ai repoussé ma chaise. Je suis levée et j'ai jeté un dernier regard pitoyable à Julien. Vous pouvez terminer ce dîner tranquillement. J'ai déjà réglé l'addition. Considérez ça comme le dîner d'adieu que j'organise pour votre famille. Julien va régler tes dettes et tes pénalités pour rupture de contrat. La justice ne pardonne pas à ceux qui font des affaires sales. Annie Crew. Je me suis retournée
et je me suis dirigée d'un pas décidé vers la sortie du Zephyr. Salon privé. Derrière moi commençait déjà une violente dispute. Le bruit de vaisselle cassée et les lamentations de Chantal. Je suis sortie dans le hall du restaurant. Respirant l'air frais de la nuit sur les avenues parisiennes, je me sentais extraordinairement légère. Une semaine s'est écoulée depuis ce dîner d'adieu. L'entreprise de Julien, officiellement plongée dans une crise profonde, les petits sous-traitants, apprenant le départ fracassant du groupe immobilier géant, ont commencé à exiger, les uns après les autres, le remboursement de leurs créances. Julien était convoqué par diverses instances, harcelé par les créanciers, et n'avait ni le temps ni l'énergie de m'importuner. Moi, de mon côté, j'ai profité de ce temps pour accélérer les travaux d'aménagement de ma nouvelle société d'investissement à la Défense. Le mercredi matin, alors que je révisais les plans d'aménagement, mon portable a sonné. Sur l'écran, le nom de ma belle-mère est apparu. J'ai froncé les sourcils, sur le point de rejeter l'appel, mais en y réfléchissant bien, j'ai décidé de décrocher pour voir quel autre tour elle préparait. À peine avais-je porté le téléphone à mon oreille que j'ai entendu la respiration lourde et saccadée, ainsi que la toux dramatique de Chantal. « Sophie. » C'est moi. Je suis clouée au lit. Je n'ai pas pu me lever depuis plusieurs jours, et Julien, appris par les problèmes de l'entreprise, ne peut pas que venir me voir. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Pourrais-tu, Don Fossen, souvenir de notre relation passée, passer une petite minute à mon appartement de Neuilly? Je dois te donner quelque chose de très important. Zézeux. Je savais pertinemment que c'était une comédie, une femme aussi malveillante, cupide, que Chantal n'admettrait jamais ses torts aussi facilement. Cependant, l'appartement de Neuilly-sur-Seine était l'actif que Julien avait acheté avec les 300 000 € volés à l'entreprise, et c'était une pièce maîtresse pour la procédure judiciaire que je préparais. J'ai décidé de jouer le jeu et d'aller dans la tanière du loup pour voir quel piège elle m'avait tendu. Je suis arrivée dans la résidence de très haut standing, j'ai laissé ma voiture dans le parking souterrain et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Les couloirs étaient recouverts d'une épaisse moquette rouge. Dans l'air flottait, parfum d'ambiance hors de prix, tout le contraire de l'entrée humide du vieil, immeuble parisien de la famille. C'était la vie de luxe que ma belle-mère s'était offerte avec mon argent. J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, elle s'est ouverte. Chantal, tout est apparu vêtu d'un peignoir en soie moutarde. Un foulard noué autour de la tête. Appuyée contre le mur, elle feignait une faiblesse extrême. Elle a forcé, un sourire aimable, et m'a fait entrer. « Sophie, tu es venue ? Entre. J'ai préparé ton thé au jasmin préféré. And das. » Je suis entrée dans le salon et j'ai jeté un coup d'œil. L'appartement était meublé avec opulence, avec des meubles en noyer précieux et un immense canapé en cuir pleine fleur. Je me suis assise dans un fauteuil à part. Gardant une distance de sécurité, elle m'a servi une tasse de thé, s'est assise sur le canapé en face, et a commencé à s'essuyer le coin de ses yeux parfaitement secs, avec un mouchoir. Chantal a commencé à jouer le rôle de la mère éplorée. « Sophie. » Ce n'est que sur mon lit de mort que j'ai compris beaucoup de celles aux choses. Mon fils est un imbécile. Il n'a pas su apprécier une bonne épouse comme toi. Je suis vieille maintenant. Je n'ai plus besoin de cet appartement. Je veux le mettre à ton nom pour réparer, d'une certaine manière, ma culpabilité pour tes jeunes années gâchées. Il fallait. Je suis restée silencieuse. J'ai pris une gorgée du thé insipide et j'ai observé attentivement ses expressions. Voyant que je ne réagissais pas, Chantal a changé de tactique.
Sa voix a pris un ton insinuant et mielleux. « Mais Sophie, dis-moi la vérité. Tu es en colère contre Julien? Contre moi? Tu peux nous crier dessus, nous frapper, tout ce que tu veux. Mais pourquoi as-tu été si cruel avec l'entreprise? Tu as montré toute la comptabilité aux employés. Tu as demandé à ton père de faire pression sur le promoteur pour qu'il résilie le contrat. Tu l'as fait pour pousser l'entreprise à la faillite et te venir de là. N'est-ce pas? Tu détestes notre famille. C'est pour ça que tu as conçu un plan aussi machiavélique pour détruire la société. Pas vrai? Elle parlait d'une voix inhabituellement forte. Chaque mot était un piège pour me faire avouer une intention malveillante, une volonté de détruire un actif commun, le prétexte parfait pour que son avocat retourne la situation au tribunal. Ses yeux déviaient rapidement vers l'espace entre les coussins du canapé. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres, un piège tellement grossier. Yai posait lentement la tasse sur la table, produisant un bruit sec. Au lieu de répondre à sa question provocatrice, je me suis levée et je me suis approchée, sans hâte du canapé où elle était assise. Chantal a tressailli et s'est recroquevillée. Le désarroi s'est lu dans ses yeux. Vous me demandez, Chantal, si j'ai détruit l'entreprise délibérément par vengeance? J'ai souri et j'ai plongé la main directement dans l'interstice entre les coussins du canapé qu'elle venait de regarder. Mes doigts ont heurté un petit objet métallique et dur. Je l'ai sorti à la lumière. C'était un enregistreur, numérique de dernière génération. Le voyant rouge clignotait encore, indiquant que l'enregistrement était en cours. Le visage de Chantal a changé instantanément. De pâle pour sa prétendue maladie, elle est passée au vert de peur. Elle s'est jetée en avant pour m'arracher l'enregistreur. Mais j'ai reculé d'un pas rapide, brandissant la preuve en l'air. Vous êtes une très mauvaise actrice. Chantal, vous pensiez qu'avec cette scène alarmoyante, vous alliez me faire dire quelque chose de compromettant pour l'utiliser ensuite au tribunal? Je ne suis pas stupide au point d'avouer la destruction d'un bien. C'est Julien qui a étranglé sa propre entreprise avec ses mensonges et son incompétence. Moi, je n'ai fait que réclamer ce qui m'appartient légalement. Narmonio. J'ai appuyé sur le bouton stop et j'ai rangé l'enregistreur dans mon sac. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert un dossier d'images et je l'ai montré à Chantal. Puisque vous aimez rassembler des preuves, à moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Regardez attentivement ces relevés. Weisen. Chantal a pris le téléphone d'une main tremblante. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les colonnes de chiffres sur l'écran. C'était un relevé détaillé de son compte bancaire personnel que j'avais demandé à un ami banquier de vérifier en me basant sur les documents internes que m'avait remis la comptable Hélène, dévoilant ainsi son crime. Vous me reprochiez constamment de vivre à vos crochets, mais en réalité, c'était vous qui, comme une sangsue, suciez l'argent de l'entreprise depuis 3 ans, en plus des 300 000 € que Julien a dépensés pour ses appartements. Vous avez, de mèche avec Hélène, créé de fausses notes de frais de représentation et viré chaque mois 4 000 € sur votre compte personnel. Vous appeliez ça la caisse noire. Au cas où, au total, vous avez accumulé plus de 120 000 €. In the 20. Les jambes de Chantal ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol, se couvrant le visage de ses mains en sanglotant. Ce n'étaient plus des larmes de crocodile, mais la terreur authentique d'un délinquant pris au piège. Vous savez que créer une caisse noire avec les fonds d'une entreprise et falsifier des documents pour détourner de l'argent est un délit pénal. Vous et votre fils, vous êtes livrés à l'abus de biens sociaux et à la fraude fiscale. Il me suffi de remettre ces preuves, ainsi que l'enregistreur qui confirme votre mauvaise foi
À la brigade financière? Pensez-vous pouvoir échapper à la prison? Oh, c'est tout aller? Chantal a rampé et m'a agrippé la jambe, levant un visage baigné de larmes, et me suppliant. Sophie, je t'en supplie, pardonne-moi, je suis vieille, je ne survivrai pas, en prison. Cet argent est sur un compte épargne, je n'en ai pas dépensé un. Centime, je rendrai tout. Dès demain, je mettrai cet appartement à ton nom. Aie pitié de moi. C'est la tante Isabelle qui m'a dit d'enregistrer la conversation. Pardonne-moi. Ma fille, je me suis dégagée de ses mains et j'ai épousseté mon pantalon avec dégoût. Votre cupidité vous a aveuglé. Vos excuses ne valent plus rien. Gardez cet appartement et votre caisse noire pour payer les avocats. Pour vous et votre office. As one. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers la porte sans accorder un regard à la femme qui sanglotait sur le sol. Le piège qu'elle avait préparé avec tant de soin s'était finalement transformé en corde pour la pendre. Elle et son fils. Tous les comptes avec cette famille seraient réglés devant la justice, sans aucune pitié. Le vendredi matin, j'étais au siège d'une grande banque commerciale près de la et place Vendôme. Aujourd'hui, je devais effectuer la dernière transaction, transférer les 4 millions d'euros de capital principal et les 800 000 euros de bénéfices légaux du compte temporairement bloqué vers le compte de ma nouvelle société d'investissement. L'espace banque privé était calme et feutré. J'étais assise dans un fauteuil, confortable, buvant un verre d'eau. Face à moi, une employée de la banque examinait rapidement tous les documents légaux, les actes notariés actant le retrait de mon capital et les ordres de virement. Tout se passait à merveille, jusqu'à ce que la porte vitrée du salon s'ouvre avec fracas. Julien a fait irruption dans la pièce, les cheveux en bataille, les yeux, injectés de sang après des nuits, blanches à lutter contre ses créanciers. Derrière lui marchait un nouvel avocat, à l'allure plus expérimentée et rusée que le précédent. Julien a parcouru la pièce du regard et, en me voyant haut, en guichet, Fosa bondit comme une bête blessée. Arrêtez ce virement immédiatement. Je suis le directeur de l'entreprise et le mari de cette femme. J'exige que la banque gèle cette transaction sur le champ. Ces 4 800 000 euros sont des biens communs sur lesquels, ellipsilon und litige, vous n'avez pas le droit de la laisser partir avec. Julien a frappé violemment le comptoir, criant si fort que l'employé de banque et un autre client ont sursauté. La jeune femme s'est levée précipitamment et, gardant tout son professionnalisme, a expliqué avec douceur « Excusez-moi, monsieur, mais Madame Sophie est la seule titulaire de ce compte. Le dossier qu'elle a présenté respecte toutes les procédures légales, y compris les résolutions notariées pour le retrait du capital de votre entreprise. Notre banque agit strictement en conformité avec la loi et ne peut pas bloquer un compte unilatéralement sans une ordonnance judiciaire. Send you for. Julien a pointé l'employé du doigt. Son ton était agressif. Vous ne connaissez rien aux lois. Tant qu'il n'y a pas de jugement de divorce en prononcé. Tous les biens sont considérés comme communs. Elle a falsifié des documents avec la complicité de la comptable pour sortir l'argent de mon entreprise. Mon avocat a déjà préparé une requête en référé pour obtenir des mesures conservatoires. L'avocat qui accompagnait Julien a sorti précipitamment une requête avec le tampon du cabinet et l'a tendue à l'employé. Essayant de faire pression, je suis restée assise calmement, sans montrer la moindre inquiétude. Je me suis tournée et j'ai regardé Julien bien en face. « Julien, tu es tombé si bas que tu fais des scandales de poissonnier dans un lieu public? Ouvre les yeux et regarde ces documents. » In Sublin, j'ai demandé à l'employé de sortir les 3 documents les plus importants de mon dossier et de les étaler sur le comptoir. Premièrement, notre contrat de mariage en séparation de biens qui indique
clairement que ces 4 millions d'euros sont mon patrimoine propre acquis avant le mariage. Deuxièmement, le procès-verbal de l'Assemblée générale de ton entreprise, avec ta signature et le tampon de la société, où tu acceptes le retrait de toute ma participation et des bénéfices correspondants. Et, troisièmement, le plus important, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, qui acte clairement la séparation de mon patrimoine, non soumis à un quelconque partage avec toi. 5. Je me suis levée, je me suis approchée de Julien, et ma voix s'est durcie, menaçante. Tu dis que ces 4 800 000 euros sont des biens communs? As-tu apporté un seul centime à ce capital? Tu as utilisé mon argent pour t'engraisser, acheter un appartement à ta mère et vivre la grande vie. Et maintenant que l'entreprise est noyée sous les dettes, tu veux voler le dernier sou de ma famille pour payer tes factures? N'as-tu donc aucune fierté d'homme? Wendes. Les clients et les agents de sécurité de la banque commençaient à s'attrouper en chuchotant. Leurs regards remplis de mépris se tournaient vers Julien. Il ont resté pétrifiés. À reculer d'un pas, son visage brûlait de honte et de colère. Mais il ne trouvait pas un seul argument contre mes preuves juridiques, implacables. Le bruit dans la zone VIP a attiré l'attention du directeur de l'agence, Anari, homme d'une 50aine d'années. Vêtu d'un élégant costume, est sorti de son, à bureau accompagné de 2 grands vigiles. Il a demandé à tout le monde de garder son calme et s'est approché pour comprendre la situation. L'employé lui a résumé l'affaire et lui a remis les documents des 2 parties. Le directeur a parcouru la requête de l'avocat de Julien, puis l'a comparée avec mon dossier notarié. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour rendre son verdict. Il a posé les documents sur le comptoir et, le visage grave, s'est adressé à Julien et à son avocat. « Monsieur, votre requête a un caractère purement unilatéral et n'a pas la force exécutoire d'une ordonnance judiciaire. En revanche, les documents présentés par Madame sont parfaitement légaux et validés par un officier public. Notre banque n'a aucune base légale pour refuser ou retarder sa demande de virement. Je vous prie de ne pas interférer avec le travail de nos collaborateurs. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre. To Orman. » L'avocat de Julien a rendu les armes et a repris sa requête inutile. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Julien, lui conseillant probablement d'abandonner ce combat perdu d'avance. Julien s'est agrippé au bord du comptoir. Ses yeux vides fixaient l'écran de l'ordinateur. Je me suis rassise et j'ai fait un signe de tête à l'employé pour qu'elle termine l'opération. J'ai entendu le cliquetis du clavier. Après une pression, décidée sur la touche entrée, l'ordre de paiement a été exécuté. Une petite imprimante a bourdonné et a sorti un reçu vert clair. L'employé y a apposé un tampon et me l'a remis solennellement. Madame Sophie, le virement de 4 800 000 euros vers le à compte de votre nouvelle société d'investissement a été effectué avec succès. Merci d'utiliser les services de notre établissement. À vous. J'ai pris le reçu avec un sourire, vérifiant une dernière fois les chiffres exacts. Mes 4 millions de capital initial et les 800 000 euros de tous bénéfices légaux avaient atterri en toute sécurité sur mon compte. L'opération, financière la plus complexe, pour sauver mes actifs, s'achevait sur une victoire. J'ai soigneusement rangé le reçu dans mon sac. Je me suis redressée, j'ai ajusté de ma veste, et je suis passée devant Julien. À ce moment-là, il a semblé que ses forces l'abandonnaient complètement. Il a glissé le long du comptoir et s'est effondré sur le marbre étincelant de la banque. Le dernier actif qu'il espérait saisir pour sauver sa société s'était évaporé. Je l'ai regardé de haut. Ma voix était froide. Sans colère, ni pitié. Julien,
Le spectacle est terminé. Désormais, tu es le seul responsable de tout, AMIS. On se revoit au tribunal pour l'audience de divorce et la demande de dommages et intérêts. End the quote. Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé avec assurance vers la sortie. Les deux portes automatiques se sont ouvertes et le soleil radieux de midi m'a accueilli dans les rues de Paris. Derrière moi restait un mariage sombre et une famille de traîtres. J'ai pris une grande inspiration. J'ai levé la tête et j'ai marché vers ma voiture, prête pour le nouveau et brillant chapitre de ma fille, que j'écrirai moi-même. Un après-midi nuageux d'automne, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout de la ligne, une voix hésitante mais familière. David, Léa Sheaftom, chantier de l'entreprise de Julien. On m'a donné rendez-vous dans un salon de thé, calme, dans une petite ruelle du quartier latin. J'ai tout de suite compris le but de cette rencontre. Quand un navire coule, les marins abandonnés doivent chercher leur propre salut. En entrant dans le salon de thé, j'ai vu David et 3 autres personnes autour, d'une table ronde. Dans un coin, il y avait Bertrand, le responsable des approvisionnements, Mathilde des ressources humaines, et un jeune ingénieur nommé Alexandre. Leurs visages, marqués par les chantiers, étaient assombris par la fatigue et l'angoisse de ceux qui ont perdu leur gagne-pain. En me voyant, tous les 4 se sont levés. Leur attitude était respectueuse et réservée. Je me suis assise et je les ai invités à faire de même. David a été le premier à prendre la parole. Sa voix était grave et pleine de « Rancœur. Madame Sophie, depuis que vous avez retiré le capital, l'entreprise est complètement à l'arrêt. Le directeur a mis tous les ouvriers en chômage, technique à durée indéterminée, mais il n'a pas payé les salaires des 3 derniers mois. Quand on l'appelle, il bloque nos numéros. Et à son domicile, il est introuvable. Ma femme, en banlieue, vient d'avoir notre 2e enfant. Elle n'a même plus d'argent pour acheter des couches. Je suis désespérée. Asdiam. Bertrand, celui des approvisionnements, a frappé du poing sur la table et il ne s'est pas contenté de ne pas payer les salaires. Il nous obligeait à signer de faux bons de réception pour des matériaux de mauvaise qualité afin de tromper le promoteur. Nous sommes des bâtisseurs. Notre conscience ne nous permet pas de construire des immeubles avec de l'acier au rabais. Nous sommes venus aujourd'hui vous demander de nous aider à démasquer cet escroc et à récupérer notre argent. J'ai hoché la tête. J'avais promis de ne pas abandonner les gens honnêtes. Mais pour porter cette affaire devant les tribunaux, il nous faut des preuves, et concrètes. Pas seulement des paroles. Ioselo. À ce moment-là, le jeune ingénieur, Alexandre, a sorti de sa poche une clé USB, argentée, et l'a posée sur la table. Madame, dans cette clé, il y a tout ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers jours. Hélène, la chef comptable, terrifiée à l'idée de finir complice, nous a remis en secret une copie de toute la comptabilité interne. Vous y verrez que le directeur a fraudé le fisc pour plus de 120 000 € en créant une société écran pour émettre de fausses factures. Pario. Alexandre a continué, le regard déterminé. Il y a aussi des enregistrements audio que j'ai faits en cachette quand le directeur m'ordonnait d'ajouter des matériaux de mauvaise qualité dans le béton. Le plus important, c'est l'enregistrement où il verse un pot de vin de 8 à 1 000 € à un inspecteur des travaux pour qu'il ferme les yeux sur la conformité des fondations. Isanzo. J'ai pris la clé USB, sentant dans ma main le poids de la vérité. La cupidité de Julien ne connaissait aucune limite, mais le dernier détail, révélé par Mathilde, des ressources humaines,
m'a provoqué un véritable dégoût. Mathilde a sorti une photocopie d'un bail de location. Madame Sophie. Je pense que vous devez savoir ça aussi. Chez les contrats D, location d'un petit appartement à Aubervilliers, le locataire et payeur est Monsieur Julien, mais c'est une stagiaire de notre service, nommée Lucie, qui y vite. Chaque mois, l'entreprise coupait dans les budgets de fourniture, mais le directeur trouvait toujours l'argent pour entretenir sa petite maîtresse. Je voyais tout, mais je me taisais pour garder mon emploi. Maintenant que tout s'est effondré, je crois que vous avez le droit de connaître toute la vérité sur votre mari, Gaze. En tenant ce contrat de bail, mon cœur, déjà endurci, a tressailli. Il s'avérait que dans mon dos, non seulement il volait l'argent de ma famille et détruisait l'entreprise, mais il bafouait aussi sans vergogne les fondements mêmes de notre mariage. Cette colère s'est transformée en une force invisible qui m'a poussé à porter le coup de grâce. J'ai rangé tous les documents et la clé USB dans mon sac et j'ai regardé les 4 personnes qui m'avaient fait confiance. Je vous remercie au nom de la justice. Ces preuves sont le coup de grâce qui mettra fin à tous les crimes de Julien. La semaine prochaine, ma société d'investissement commence ses activités. Je vous propose officiellement David, le poste de directeur de projet. À vous, Bertrand, le poste de responsable des achats. À vous, Mathilde, celui des ressources humaines. Et à vous, Alexandre, le poste d'ingénieur en chef. Quant au salaire impayé, dès demain je vous ferai une avance sur mes fonds personnels pour que vous puissiez subvenir aux besoins de vos familles. Nous allons repartir de zéro ensemble, de façon honnête et transparente. Yanso. En entendant cela, ils n'ont pu retenir leurs larmes de joie. Sur les joues burinées de David coulaient des larmes. Ils se sont levés et m'ont remercié chaleureusement. Cette alliance n'était pas seulement un combat pour la justice, mais l'étape parfaite pour arracher à la racine la mauvaise herbe qu'était mon futur ex-mari. Un samedi matin, dans le luxueux palais des congrès, et se tenait un grand forum économique sur l'investissement dans la construction. Des centaines d'entrepreneurs, d'investisseurs et de journalistes y étaient réunis à recherche de nouvelles opportunités. Moi, vêtu d'un élégant tailleur blanc, les cheveux relevés en un chignon strict, je suis entrée avec assurance dans la salle en tant que présidente de ma nouvelle société. Mon siège se trouvait au 2e rang, juste en face de la scène. À 9 heures précises, le forum a commencé, après plusieurs discours d'ouverture. Le présentateur a annoncé le début des présentations d'entreprises en recherche de capitaux, et le premier nom qui a résonné dans les haut-parleurs m'a arraché un sourire glacial. Nous invitons sur scène Monsieur Julien, directeur de l'entreprise de construction Aziz Wine. Julien est monté sur scène avec une assurance incroyable. À des années-lumière de l'homme pitoyable de la banque, il portait un costume sur mesure, les cheveux gominés. En le regardant, personne n'aurait pu deviner que derrière lui cachait une entreprise vide, en faillite et criblée de dettes. Il jouait sa dernière partie de poker, essayant, avec son éloquence et de faux bilans, d'escroquer des investisseurs pour lever des fonds et prendre la fuite. Sur l'écran géant, derrière lui défilaient des graphiques montrant une croissance vertigineuse des revenus et des prévisions de bénéfices stratosphériques. La voix de Julien sonnait convaincante. Chers investisseurs, notre entreprise, forte de 5 années d'expérience, est fière d'être un leader dans le domaine de la construction de qualité. Notre prochain projet concerne des logements sociaux haut de gamme. Nous recherchons un capital de 50 millions d'euros
avec une rentabilité garantie allant jusqu'à 25% par an. Vingbovey, dans la salle, les murmures ont commencé. Plusieurs grands investisseurs du premier rang ont montré un net intérêt. L'un d'eux, le président d'un grand fonds d'investissement, a levé la main. « Monsieur, votre projet est très prometteur. Si vous pouvez prouver que les afflux de trésorerie de votre entreprise sont absolument irréprochables et qu'il n'y a aucune dette en souffrance, notre fonds est prêt à investir 30 millions d'euros dès la semaine prochaine. » Tanqueray. En entendant le montant de 30 millions d'euros, les yeux de Julien ont brillé. Il s'est incliné avec empressement. « Monsieur le Président, nos rapports financiers audités sont d'une transparence absolue. Nous n'avons aucune dette échue, ni aucun retard de salaire. Notre entreprise travaille sur la base de sa réputation et de son intégrité. » Intégrité. En entendant ce mot, j'ai failli vomir. Il était temps de mettre fin à ce cirque avant que le président du fonds ne puisse s'engager davantage. Je me suis levé de mon siège avec détermination. Le claquement de mes talons a résonné clairement dans le silence alors que je me dirigeais vers la régie, technique. Dans un coin de la salle, mon mouvement a attiré l'attention de centaines de personnes. Julien, un de mes voyants, s'est figé. Il a tenté de détourner l'attention. « S'il vous plaît, regardez tous l'écran. Nous allons passer à la présentation de nos partenaires. » Tanqueray. Mais il était trop tard. Je me suis approché du technicien son et vidéo. Avec une autorité impossible à contredire, j'ai posé la clé USB argentée sur sa table. « S'il vous plaît, insérez cette clé dans l'ordinateur et basculez la source de l'image. Il y a une vérité concernant l'intégrité de ce monsieur que les centaines d'investisseurs ici présents doivent voir immédiatement. » Le technicien a hésité une seconde, mais la curiosité et l'atmosphère électrique l'ont poussé à obéir. La clé a été insérée, quelques clics de souris, et l'image, sur l'écran géant, a changé. Les faux graphiques de rentabilité ont disparu, et à la place, sous les yeux de centaines d'invités, est apparu un tableau Excel intitulé « Caisse noire », arriéré de salaire. Les chiffres en rouge démontraient clairement 3 mois, tout de salaire impayé pour toute une équipe d'ouvriers du bâtiment. La salle a explosé de stupeur. Le président du fonds, qui venait de proposer d'investir, a foudroyé son assistant du regard. Julien, sur scène, semblait avoir été frappé par la foudre. Il a lâché sa télécommande et s'est précipité vers la régie. « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Coupe ça immédiatement. Sécurité? Sortez-la d'ici, hurlait-il. Complètement hors de contrôle. Avant d'être maîtrisé par les agents de sécurité, le mal était fait. J'ai pris un micro de secours et, me tournant vers l'assemblée, j'ai parlé d'une voix forte pour couvrir le brouhaha. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Je m'appelle Sophie. Je suis l'ex-associé détenant 70% du capital de cette entreprise. Et je suis également l'épouse en instance de divorce de son directeur. Ce que vous venez de voir n'est qu'une infime partie de la vérité. S'il vous plaît, regardez à nouveau l'écran. End of rear. J'ai changé de fichier. Cette fois, ce sont les documents prouvant l'utilisation de matériaux défectueux et les fausses factures servant à frauder le fisc pour plus de 120 000 euros qui sont apparus. Immédiatement après, j'ai lancé l'enregistrement audio. Et la voix claire de Julien a résonné dans l'auditorium. Ajoute plus de sable dans cette coulée de béton, et cette enveloppe avec les 8 000 euros, donne-la directement à l'inspecteur. Dis-lui de signer le procès-verbal de conformité.
personne ne va aller creuser les fondations pour vérifier. Endo. Quand l'enregistrement s'est terminé, tout le vernis et les mensonges de Julien ont volé en éclats. Les investisseurs qui applaudissaient quelques minutes plus tôt se sont levés et sont sortis les uns après les autres. Les journalistes, flairant le scandale, n'arrêtaient pas de flasher le visage livide de Julien. Il était fini. Il est tombé à genoux sur scène, se prenant la tête entre les mains. Sa carrière, bâtie sur mon argent et ses mensonges, venait d'être enterrée sous des centaines de regards méprisants. Je suis monté sur le devant de la scène. J'ai regardé cet homme vil de haut. Les Monglais, j'ai prononcé dans le micro mes derniers mots, destinés aussi bien à lui qu'à toute la communauté des affaires. Monsieur, tous ces documents concernant la fraude fiscale, la corruption et le non-respect des normes de construction ont déjà été remis officiellement par mes soins à la brigade financière. N'essayez plus d'escroquer d'autres investisseurs. Gardez plutôt votre énergie pour vos auditions. Andy. J'ai posé le micro et je suis parti la tête haute, la foule s'écartant sur mon passage. Je laissais derrière moi les ruines que Julien avait créées de ses propres mains. J'avais nettoyé ma vie et le monde des affaires de ces parasites toxiques. Un mois après ce coup d'éclat, je suis entré dans la salle d'audience du tribunal judiciaire pour l'audience de divorce. L'ambiance était stricte, eau froide. Je me suis assise sur le banc des demandeurs, aux côtés de maître Martin. Infate, voûté, se tenait Julien, amaigri et méconnaissable. Son arrogance avait laissé place à la peur de la justice. Pourtant, bien que son entreprise soit en faillite et qu'il soit lui-même sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale et corruption, Julien s'accrochait encore à sa cupidité lorsque le juge a abordé la question de la prestation compensatoire. Julien s'est levé brusquement et a déclaré avec effronterie « Monsieur le juge, j'accepte le divorce, mais j'exige que madame me verse 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les années perdues. Pendant 5 ans, j'ai bâti cette famille et elle m'a abandonné au moment le plus difficile, me laissant sans rien. J'ai besoin de cet argent pour repartir à zéro. » Tend. Des murmures ont parcouru la salle. Un homme qui avait vécu au crochet de sa femme et l'avait trahi exigeait maintenant une compensation. Maître Martin a souri et s'est levé. « Monsieur le juge, la demande de la partie adverse est totalement infondée, s'apparente à du chantage. Non seulement nous rejetons cette demande, mais nous déposons une demande reconventionnelle exigeant que monsieur soit condamné, verser 120 000 € de dommages et intérêts pour violation grave et renouveler des devoirs et obligations du mariage. » Je me suis levé et j'ai remis personnellement un épais dossier au juge. « Monsieur le juge, voici le contrat de bail de l'appartement que monsieur a loué avec l'argent du ménage pour sa maîtresse, une jeune stagiaire. Il y a également les relevés des virements qu'il lui a faits et des photos d'eux, ensemble. Selon le Code civil, les torts exclusifs de mon époux sont largement établis. Par ailleurs, il a détourné 300 000 € des comptes de notre société pour acheter un appartement à sa mère. Dans mon dos, sexe. Je me suis tourné vers Julien. Le poussant dans ses derniers retranchements, « Julien, si tu insistes avec tes 100 000 €, j'exigerai que le tribunal saisisse l'appartement de ta mère à Neuilly et qu'il soit vendu aux enchères pour solder ma créance. Alors ta mère se retrouvera à la rue. Choisisse, soit tu assignes l'accord en silence. Tu renonces à toutes tes réclamations et tu pars sans rien. Soit je prends à ta famille le peu qui lui reste. » En entendant que la maison de sa mère était en danger, Julien a été pris de panique.
Il savait que mes preuves étaient irréfutables. Ses jambes ont flageolé. Sa chemise était trempée de sueur. D'une main tremblante, il a pris le stylo et a signé l'accord en silence, renonçant volontairement à toute réclamation financière. Le juge a donné un coup de maillet, clôturant la séance. Le jugement de divorce, tout a été prononcé au tort exclusif de l'époux. J'ai ramassé mes papiers et je suis sorti du tribunal, respirant à plein poumon l'air de la liberté. Anjo, m'était enfin débarrassé de toute la crasse de mon passé, sans permettre à un homme méprisable de m'arracher le moindre centime. 2 mois plus tard, Paris était baigné par un soleil d'automne doré. Dans le hall d'un prestigieux centre d'affaires de la Défense se tenait la cérémonie d'inauguration de ma nouvelle société d'investissement et de développement du urbain, dont j'étais la présidente. De luxueux bouquets de fleurs, des dizaines de partenaires, l'élite de l'immobilier. À tous étaient venus me féliciter. À mes côtés se tenait David, Bertrand, Mathilde Alexandre, mes fidèles collaborateurs qui avaient traversé la tempête avec moi. Juste avant de couper le ruban, il y a eu une agitation à l'entrée. 2 silhouettes débraillées et émaciées essayaient de forcer le passage à travers la sécurité. C'étaient Chantal et Julien. Julien était sous contrôle judiciaire en attendant son procès pénal, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à arriver jusqu'ici. Chantal, décoiffée, ayant perdu toute son arrogance passée, s'est jetée à genoux à l'entrée en me voyant. « Sophie, je t'en supplie. Sauve Julien. Ils vont l'envoyer en prison. Le tribunal exige qu'il rembourse 200 000 € au fisc. C'est la seule façon d'espérer une peine réduite. Nous avons dû vendre l'appartement de Neuilly pour payer les créanciers, mais l'argent ne suffit pas. Aie pitié d'eux. Lui, retire ta plainte. Tu es si riche maintenant. Jette-nous quelques miettes. Donne-nous une chance de survivre. » Julien a également rampé. « Sophie, je sais que je mérite le pire. Mais s'il te plaît, souviens-toi de nos 5 années de mariage. Sauve-moi une dernière fois. Je te promets de disparaître de ta vie pour toujours. » Tous les invités fixaient cette tragicomédie. J'ai pris un micro. J'ai descendu, lentement les quelques marches, et j'ai regardé ces 2 personnes qui, autrefois, s'étaient liguées pour m'humilier. Je ne ressentais aucune haine, seulement de la pitié pour ceux qui, ayant semé le vent, récoltaient la tempête. J'ai parlé fort dans le micro, pour que tout le monde entende. « Chantal, Julien, vous vous trompez. La justice de notre pays n'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se négocie avec des larmes de crocodile. Les délits commis par Julien sont le résultat de sa propre cupidité et de votre complaisance à vous. Sa mère, la peine de prison est le prix juste pour la fraude et l'immoralité. Nos comptes ont été réglés le jour où le juge a rendu son verdict. N'essayez pas de susciter ma pitié avec votre affection feinte. On the rise. Je me suis tourné vers la sécurité. S'il vous plaît, à raccompagner ces personnes sans invitation à l'extérieur. Nous ne pouvons pas permettre à des délinquants de salir notre événement. Les agents de sécurité ont rapidement pris Julien et Chantal par les bras et les ont expulsés dans la rue. Leurs pleurs et leurs supplications se sont noyés dans le bruit de la circulation. C'était la punition la plus juste pour des personnes aussi viles et ingrates. Je suis remonté sur l'estrade. J'ai pris les ciseaux dorés et, aux côtés de mes partenaires et de mes fidèles collaborateurs, j'ai coupé le ruban rouge. Un canon à confetti a explosé. Des applaudissements nourris ont retenti. J'ai souri avec fierté en regardant l'enseigne lumineuse portant le nom de mon entreprise. Mon passé sombre, a fait de sacrifices et d'humiliations, était
Définitivement révolu, il laissait place à une femme indépendante et forte, marchant avec assurance sur un chemin radieux qu'elle avait tracé elle-même.